Bonjour à tous. Dans la série Organiser sa gestion de projet, aujourd'hui on va voir comment faire en sorte que la gestion de projet que vous appliquez corresponde au projet dans lesquels vous êtes. Pourquoi parler de ça? Souvent en gestion de projet, vous allez apprendre une manière de faire. On va vous apprendre les méthodes agiles, on va vous apprendre les cycles en V, on va vous apprendre quelque chose comme ça. On va vous donner 2-3 conseils génériques et puis c'est tout. Il faut bien comprendre que votre gestion de projet va dépendre de plusieurs facteurs de votre projet. Premièrement, comment sont formées vos équipes? Quelles sont les méthodes qu'elles ont l'habitude d'utiliser? Quelle est la méthode que vous avez l'habitude d'utiliser? Quel est le degré de communication dans votre équipe? Quelle est la complexité du projet? Quels sont ses objectifs temporels, etc., etc. Donc tous ces aspects-là sont importants pour choisir la manière d'exécuter votre projet. Et vous arrivez avec un peu de chance, avec un peu de malchance, vous ne connaissez rien de tout ça. Donc comment vous faites? On va voir. Alors déjà, quels sont les enjeux autour de ça? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans votre gestion de projet, vous allez passer un certain temps à gérer le projet, vos équipes vont passer un certain temps à exécuter le projet. Le risque que vous avez, j'ai déjà parlé de la loi de Parkinson, une chose comme ça, le risque que vous avez, c'est que le projet s'étale, qu'il prenne du retard, que vos équipes mettent plus de temps que prévu pour exécuter certaines choses et plus de temps qu'elles devraient pour exécuter certaines choses. Et le risque aussi, c'est que vous ne vous rendiez pas compte de ce retard-là, d'une part, et d'autre part, que vous passiez trop de temps à exécuter ce projet, à suivre ce projet. Ça peut représenter un coût non négligeable, voire ça peut représenter plusieurs fois le prix du projet. En fait, il n'est pas rare, notamment dans les grandes entreprises, que le coût de gestion d'un projet soit largement supérieur au coût d'exécution du projet lui-même. Vous, en tant que chef de projet, votre but, c'est d'éviter ça à tout prix, c'est d'utiliser au mieux les ressources qui sont disponibles et de faire en sorte que vous passiez pas du temps à ergoter, à faire des modifications, à changer des choses, etc., etc., que vous passiez du temps à résoudre les problèmes qu'on vous a confiés. Plusieurs approches pour gérer un projet, je vais vous en donner qui me semblent adaptées à quelques cas particuliers. Évidemment, tout projet réel est quelque part entre les cas que je vais vous donner, et donc il va falloir adapter un peu, piocher des pratiques dans une méthode ou dans une autre pour réussir à arriver à quelque chose de cohérent et de raisonnable. Il va falloir commencer par rédiger une fiche projet, faire quelque chose qui sert à décrire ce projet en détail. Et donc là, vous aurez une idée qui commencera à être concrète des différents objectifs que vous avez et du délai et des moyens que vous avez à disposition pour réaliser ce projet. À partir de là, il va falloir suivre le projet. Comment vous faites? Il y a plusieurs méthodes. Le facteur clé qui va vous permettre de déterminer quelles sont les choses à utiliser, c'est la complexité du projet. La complexité du projet en termes d'organisation. Ça n'est pas forcément la taille que prend le projet, c'est pas forcément la durée que prend le projet. Par exemple, si vous avez un projet qui est de construire une clôture, c'est pas forcément un projet complexe, même si vous avez une usine sur un terrain de plusieurs hectares et qu'il faut la clôturer, vous allez avoir des centaines de mètres, même des kilomètres de clôture à faire, donc des milliers de poteaux à poser. Et pourtant, ce projet peut tout à fait être réalisé par une seule personne qui passe beaucoup de temps. Par contre, si vous avez un projet plus petit, par exemple un projet web autour de l'entreprise, mais que vous devez faire intervenir un graphiste, un intégrateur et 2 ou 3 rédacteurs, ben là, il va falloir commencer à coordonner le projet sans forcément appliquer une méthode complexe. Et pourtant, ce projet est plus simple et moins coûteux que de poser des kilomètres de clôture. Mais les kilomètres de clôture, c'est un projet simple. Donc il faut bien comprendre la différence entre la notion de complexité et la taille du projet et son coût. À partir du moment où vous avez un projet complexe, il va falloir appliquer une méthode de gestion de projet qui dépasse la simple gestion intuitive. Donc je reprends mon exemple, poser une clôture, vous dites à quelqu'un, voilà, ton budget pour la clôture c'est ça, tu as tant de temps pour le faire, et il commence à faire sa clôture. Vous, en termes de gestion, vous regardez si au bout d'1/10 du temps, il a posé 1/10 de la clôture, c'est que globalement, il est dans les clous. Alors des fois, il va aller un peu plus vite, des fois, il va aller un peu moins vite. Des fois, la nature du sol va être différente à plusieurs endroits, et donc il y a des endroits où ça va avancer un peu plus, un peu moins. Il va y avoir des subtilités. Mais globalement, si à la moitié du temps, vous avez à peu près la moitié du travail qui est fait, vous savez que vous êtes dans les clous. Et c'est relativement simple. Et il n'y a pas de ressources à coordonner. Et les risques sont faibles, c'est juste que il faut que la ressource que vous avez mis dessus, elle puisse
faire le boulot. Dès que vous avez un projet un peu plus complexe, je prends l'exemple d'un site internet, vous avez 3 ou 4 personnes à coordonner, il faut vous assurer que les personnes soient disponibles au bon moment, que quand la personne A a fini son travail, la personne B qui doit prendre la suite est bien disponible, etc., etc. Donc là, ça commence à être plus complexe. Dans le deuxième cas, il va falloir commencer à gérer vos ressources. Là, on est quand même dans un cas relativement simple. Donc, ça peut être simplement faire des estimations un petit peu à la louche et mettre vos ressources dans le bon ordre. Donc ça nécessite tout de même d'avoir des objectifs clairs pour chacune des personnes. Toi, tu dois avoir fini telle mission à telle date pour que telle autre personne commence sa mission à telle date. Vous devez vous assurer que les choses sont bien faites et vous devez éviter l'effet tunnel. Donc, faire en sorte que tout au long de la réalisation d'une tâche par une personne, le travail de cette personne soit validé par vous en tant que chef de projet. Donc, comprendre bien que là, on commence à rentrer dans quelque chose où un diagramme de Gantt, par exemple, je vous mets une incrustation, ou un diagramme de Gantt, par exemple, pourrait être utile. Mais c'est sûrement dégainer un bazooka pour écraser une mouche ici. Vous n'avez pas forcément besoin de réaliser ce diagramme de Gantt, en sorte que tout le monde est fini à peu près au même moment. Vous pouvez faire un planning simple. Par contre, quand vous commencez à faire un projet logiciel, par exemple, et que vous avez des critères relativement rigides, alors là, oui, une vraie gestion de projet, ça peut être intéressant de l'appliquer. Donc comprenez bien que ce qui va conditionner la manière d'utiliser la gestion de projet ou pas, c'est d'abord la complexité du projet et à quel point vous êtes contraint par le temps. C'est-à-dire, on peut très bien avoir des projets qui sont un peu des projets de fond dans une entreprise. Alors, évidemment, les exemples de logiciels, en général, ce n'est pas les bons. Mais si vous avez un projet de réorganisation interne ou un projet de lancement d'un nouveau produit, d'un nouveau service, et que ce projet n'est pas forcément prioritaire, alors ça peut être un projet que vous faites en tâche de fond et sur lequel vous n'avez pas d'objectif de temps très précis. Dans ce cas-là, une gestion de projet intuitive, donc avec des listes de choses à faire, des personnes qui sont affectées et des points réalisés de temps en temps pour évaluer l'avancement du projet, ça peut être tout à fait suffisant. Si votre projet est contraint dans le temps, alors là, il va falloir avoir une approche plus rigoureuse de la gestion de projet. Donc déjà, première conclusion à cette vidéo, c'est que selon le cas, identifiez bien est-ce que vous pouvez être dans une approche simple et intuitive ou vous vous contentez de faire des listes de tâches. Les méthodes pour les gestions plus complexes, moi, il y en a 2 que je considère relativement bonnes. Il y a ce qu'on appelle un cycle en V. Donc le cycle en V, c'est toutes les approches où vous allez avoir une phase de création de votre projet, de conception, de réflexion, une phase de réalisation, c'est le bas du V, et une phase de vérification, c'est la partie remontante. Donc, il peut y avoir plus ou moins de profondeur à ce cycle en V selon le cas où vous êtes. Il peut y avoir une partie toute simple où vous allez rédiger des spécifications, avoir une équipe qui les réalise et puis valider que les spécifications ont bien été respectées. Voilà. Il peut y avoir ensuite des projets très complexes, c'est le cas de certains projets logiciels, où vous avez plusieurs phases descendantes avec plusieurs phases de conception, et ça c'était très vrai dans les anciens projets logiciels où il y avait un grand nombre de tâches à réaliser à plusieurs niveaux de complexité technique, et vous allez avoir des phases remontantes avec validation de l'architecture de la base de données parce que vous avez une conception de la base de données, validation des différents process parce que vous avez une modélisation des process, etc., etc. Et tout en haut, validation recette de l'application en face du cahier des charges. Voilà. Donc ça, c'est une approche, on va dire, assez classique et je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Et ensuite, vous avez tout ce qui est approche itérative, de construction récurrente de votre projet. Donc, vous allez commencer par un petit bout du projet, vous allez commencer à mettre en place des solutions pour résoudre un problème. C'est très vrai dans le logiciel, ça peut être vrai dans beaucoup d'autres aspects. Par exemple, quand vous faites de la communication, vous allez commencer par mettre en place des petites actions de communication, de valider le retour sur chacune de ces actions, de sélectionner les meilleures, et ensuite d'augmenter la fréquence de ces actions-là pour augmenter votre acquisition client. Et donc, vous allez avoir à peu près le même effort, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez avoir à peu près les mêmes actions qui vont être mises et le même budget qui va être débloqué, mais très probablement avec un meilleur résultat parce que vous avez d'abord testé des choses très concrètes sur le terrain et ensuite capitalisé sur les bons résultats de ces choses-là. Donc les approches itératives, ce sont toutes ces approches
où vous testez en permanence ce que vous faites et vous le validez en permanence. Il y a ces deux approches qui peuvent s'appliquer à tout un tas de secteurs différents. Alors, comment choisir l'une ou l'autre? Ça va être en fonction de l'implication de vos équipes, de l'implication des donneurs d'ordre, de la capacité à exécuter ces petits cycles de conception, amélioration et test ou pas. Et donc, on va plutôt choisir dans des équipes petites, dynamiques, fluides, une approche itérative qui va donner sûrement un meilleur résultat à la fin. Mais dans les grosses équipes où il faut de la validation, où il y a plusieurs niveaux hiérarchiques, où vous avez peut-être une rigidité plus grande dans les plannings et où il faut bien planifier les choses, on va plutôt appliquer une approche en V, une approche avec plusieurs cycles qui se suivent. Très important de vous placer dans un cadre ou l'autre. Par exemple, moi, je vois très souvent des approches agiles. Donc, l'agilité, ce n'est rien d'autre qu'un mot un peu à la mode pour parler de cycle itératif, un peu plus large, mais il reste que la base de l'agilité, ce sont des approches itératives et incrémentales. Moi, je vois beaucoup d'approches agiles appliquées dans des équipes qui ne sont pas du tout organisées pour l'agilité. Et un des meilleurs exemples de ça, c'est l'application de Scrum. Donc Scrum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce d'approche rigide des méthodes agiles, ce qui est complètement antinomique, on est d'accord, mais bon, c'est pour faire entrer de l'agilité dans les entreprises qui ont des process, on leur fait avaler cette méthode-là, qui est donc une méthode très hiérarchisée, très ritualisée des méthodes agiles. Et donc dans Scrum, souvent c'est appliqué dans des équipes qui ne sont pas du tout adaptées en termes de fluidité, en termes de rapidité de décision de la part des décisionnaires à ces approches itératives. Dans une approche itérative, il faut qu'à chaque cycle, le décisionnaire du projet, la personne qui valide le projet à la fin, le donneur d'ordre, soit capable de valider l'étape qui a été faite. Donc si vous faites des cycles d'une semaine, il faut que chaque semaine, les donneurs d'ordre soient informés de ce qui se passe et valident le résultat. Très souvent, le product owner qui a affecté un projet Scrum n'est pas à un niveau de décision hiérarchique qui lui permet de vraiment prendre ses décisions. Donc, il va appliquer des choses, puis une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ces décisionnaires vont lui dire ben non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et on va reprendre des cycles agiles à la base. Et donc là, on perd du temps de projet parce qu'on a travaillé dans le vent. Ça, c'est votre rôle en tant que chef de projet d'éviter qu'il y ait ce travail dans le vent. Et donc d'appliquer la bonne méthode. Donc pour résumer un petit peu, vous avez 3 approches principales selon moi. Il y a l'approche intuitive qui va être très utile pour des projets simples où vous allez simplement faire une liste des choses à faire, une estimation simple du temps pour faire ces choses. Vous allez additionner le temps de chacune de ces tâches et mettre une petite marge de gestion de projet pour réaliser ce projet. Et vous estimez que vous aurez fini ce projet quand vous aurez eu, en fonction des disponibilités, le temps de passer tout ce temps-là sur le projet. Ça, c'est une approche qui est relativement efficace pour les petits projets ou les projets avec une organisation simple, même s'ils sont très longs dans le temps. Ensuite, les projets un peu plus complexes, vous avez 2 approches, l'approche linéaire en cascade ou en cycle en V, qui permet de passer par une grosse phase de conception, une grosse phase de réalisation, une grosse phase de validation. Ça, c'est plutôt utile dans les organisations hiérarchiques rigides parce que vous faites valider tous les aspects de votre projet avant la fin. Et enfin, vous avez des approches itératives dont font partie les approches agiles qui vous permettent de faire grossir le projet au fur et à mesure et de valider des aspects du projet les uns après les autres, qui donnent souvent un coût général du projet plus faible, une approche plus réussie, mais qui nécessite d'avoir les équipes qui sont bien formées à ça. Faites attention à ne pas vous tromper, faites attention à appliquer la bonne méthode au bon projet. J'espère que cette vidéo vous a été utile si vous êtes dans ce contexte, j'espère que ça va vous faire réfléchir dans les différents projets à lequel de ces 3 cas de figure vous devez appliquer. C'est à vous ensuite, en tant que chef de projet, de défendre ces décisions, d'apporter les bons arguments pour défendre ces décisions auprès de votre hiérarchie ou auprès de vos clients. Donc n'hésitez pas à me parler en commentaire des différentes expériences que vous avez. Vous me dites si cette vidéo vous intéresse ou pas, si elle vous aide à avancer dans votre gestion de projet. J'ai bien conscience que c'est une vidéo un petit peu théorique, mais qui est nécessaire à comprendre pour la suite, parce que je vais vous parler dans le détail de différents types d'organisation de projet. Si tous ces sujets vous intéressent, je parle plus de gestion d'entreprise, plus de création d'entreprise, mais évidemment, la gestion de projet, c'est aussi quelque chose qui doit être au cœur de l'activité de tout indépendant, de tout entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par tout ça.
Il existe un serveur Discord pour qu'on parle de tous ces sujets. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.